Bonjour et bienvenue dans le miroir de la muse. Aujourd'hui, pour notre premier épisode de la série Chercheuse en surréalisme, j'ai le plaisir de parler avec une grande chercheuse du surréalisme et spécialiste du surréalisme au féminin, Andrea Oberhuber, qui est professeure titulaire au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. André a rédigé de nombreux articles et ouvrages, non seulement sur le surréalisme, mais aussi sur l'intermédialité, la photolittérature et les études de genre. Elle a publié Claude Cahun, Contexte, posture, filiation pour une esthétique de l'entre-deux en 2007 aux presses de l'Université de Montréal. André Oberhuber a aussi dirigé différents numéros de revues, tels que celui de Dalhousie French Studies en 2009, consacré au rapport texte-image, ainsi qu'un numéro de Mélusine sur le livre surréaliste en 2012. J'ai rencontré Andrea pour discuter de son parcours universitaire, ses recherches et son nouveau livre, Faire œuvre à deux, le livre surréaliste au féminin, qui paraîtra le 18 septembre prochain aux presses de l'Université de Montréal. Bonjour Andrea, merci d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui. Avant de nous plonger dans vos recherches en surréalisme, j'aimerais commencer par discuter du début de votre parcours professionnel. Pouvez-vous alors parler un petit peu de vos études de doctorat et de votre sujet de thèse? Alors merci beaucoup Brianna pour commencer, de m'avoir sollicité pour cet entretien-là. Qui me fait vraiment très plaisir. Donc au tout début, j'étais très très loin du surréalisme parce que mes études doctorales portaient en effet sur les chansons de femmes de 1968 à 1993. Je les ai menées quand j'étais lectrice de langue et littérature autrichienne et de civilisation allemande de manière générale à l'université de Bordeaux. De 1990 à 1993. C'était à ce moment-là que j'étais à la recherche d'un sujet de thèse qui n'avait pas été traité parce que je voulais être originale. Alors j'espère que vous entendez l'ironie derrière l'originalité que j'ai recherchée à tout prix. Et donc j'entendais toutes sortes de chansons à la radio, des voix qui m'attiraient. Et puis j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de voix de femmes que de voix d'hommes, nouvelles surtout. Et donc j'ai fait une petite recherche préalable pour vérifier ce qui existait sur les chansons de femmes justement, ou sur la chanson au féminin, comme on peut dire aussi, pour constater qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait quasiment pas d'études. Et donc j'en ai fait mon objet d'étude pour la thèse de doctorat. J'étais bien placée en France, donc j'avais accès à toutes les sources, à toutes les ressources dans les différentes bibliothèques, dans les médiathèques aussi. Donc pendant, on va dire grosso modo 2 ans, j'ai fait des recherches sur les chansons de femmes et j'entendais par là, et c'est un petit peu le résultat principal de mes études doctorales, c'est que c'est un corpus très diversifié auquel je voulais intégrer non seulement ce qu'on avait appelé la parole féminine, c'est-à-dire la chanson au féminin d'une Anne Sylvestre, d'une Pauline Julien par exemple, mais aussi les chanteuses à voix comme Patricia Cass ou les Lolita de la chanson comme Vanessa Paradis. Donc il y a des gens qui étaient très sceptiques par rapport à cette approche inclusive, comme je disais déjà à l'époque, mais comme on peut le répéter aujourd'hui aussi, peut-être sous un autre signe surtout aussi. Donc c'est une histoire de l'évolution de la chanson écrite et ou composée et ou interprétée par des femmes. Donc c'est un peu cette définition que je propose dans ma thèse de doctorat. Et la période est assez moderne, voire contemporaine, c'est-à-dire mai 68 comme première balise historique, parce que c'est un renouveau de la chanson française. C'est à ce moment-là qu'émergent justement les dites chanteuses à voix, les Lolita un peu plus tard, dans les années 1980, et 1993, c'est tout simplement l'année qui faisait que je pouvais retracer 25 ans d'histoire et de développement de ce type de chansons au pluriel. C'est vraiment un sujet passionnant, je trouve. Après vos études doctorales, vous avez été stagiaire postdoctorale à l'université d'Innsbruck,
où vous avez poursuivi vos recherches consacrées à la chanson francophone au féminin. Et puis là, vous enseignez à l'Université de Montréal depuis 2001. Oui. Alors, comment êtes-vous entré dans le surréalisme? Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser en tant que sujet de recherche? Alors, en effet, quand on regarde le premier sujet, chanson de femmes, avec les S toujours au pluriel, en fait, ça a donné lieu à une publication dans une grande maison d'édition allemande. Et le surréalisme au féminin, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien qu'on puisse établir facilement, mais quand j'étais en train d'effectuer mon stage postdoctoral et que je montais une grande base de données qui n'a malheureusement jamais été publiée ou qui n'a jamais été mise à la disposition du grand public, qui est restée au sein de l'Université d'Innsbruck, j'ai rencontré un jeune photographe allemand qui habitait souvent chez nous à cette époque-là et qui m'a apporté un catalogue d'exposition d'une photographe qui s'appelait Claude Quin. Donc j'avais jamais entendu parler de Claude Quin, j'avais jamais vu d'image d'elle, mais j'étais absolument fascinée par ce catalogue qui dépliait les très nombreux autoportraits, les photomontages qu'on connaît abondamment aujourd'hui, mais qui au milieu des années 1990 n'avaient pas beaucoup circulé encore, notamment dans le domaine des pays allemands. Donc moi j'étais retournée en Autriche à ce moment-là et lui il a collaboré, je pense, avec le musée Folkwangen à Essen, donc en Allemagne, où une exposition sur Claude Quin avait été montée et montrée au grand public. Donc je regarde ce catalogue-là, je suis happée par les images, je me dis, mon Dieu, mais quelle modernité! Donc je me suis dit que Claude Quin faisait vraiment tout ce qui avait déjà été amorcé dans les années 1920-1930, ce qu'on appelait à l'époque gender performance, donc années 90 toujours, gender bender, donc voilà, tous ces termes-là empruntés à la terminologie anglo-saxonne. Et je me rappelle très bien que je me suis dit, quel dommage qu'elle n'ait jamais rien écrit, cette Claude Quin, parce qu'en tant que littéraire, je me suis dit, je ne peux pas travailler sur une photographe. Donc j'ai commencé quand même à faire des petites vérifications pour constater que même s'il n'y avait aucun livre, donc aucun écrit était disponible, il existait un certain nombre de textes Claude Quin et qui étaient donc tous évidemment entreposés et conservés à la Bibliothèque nationale de France. Donc j'ai fait un premier séjour de recherche à la BNF où il fallait encore que je m'installe à la réserve où sont entreposés les livres rares, les livres qui ne sont pas édités, donc pour bien les conserver. Donc on m'a bien incité à mettre des gants blancs et à n'écrire qu'au crayon à mine pour ne pas abîmer ces livres-là. Okay, wow, c'est génial. Donc c'est par l'œuvre de Claude Quin en fait que vous êtes entré dans... Absolument. Donc l'œuvre photographique de Claude Quin d'abord et ensuite par son œuvre littéraire, essayistique et politique aussi. Alors vous avez fait beaucoup de recherches, bien évidemment, dans le domaine du livre surréaliste au féminin. Entre 2015 et 2020, vous avez réalisé un projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada consacré à ce sujet-là, dont le fruit est le livre Faire œuvre à deux, le livre surréaliste au féminin, qui paraîtra en septembre 2023 aux presses de l'Université de Montréal. Vous vous intéressez alors au rapport texte-image et à l'autoreprésentation intermédiaire. Et dans vos recherches, vous avez mis en avant l'idée de l'autographie pour évoquer les livres autobiographiques de femmes surréalistes. Pouvez-vous parler un petit peu du concept d'autographie qui se distingue d'autobiographie? Oui, alors il y a beaucoup de questions dans cette longue question que vous formulez. Je vois bien que vous êtes absolument familière du sujet aussi. Alors, juste pour dire rapidement, donc le projet CRSH Faire œuvre à deux, le livre surréaliste au féminin, fait suite à deux autres projets de CRSH, donc il y a une sorte de continuité, si on peut dire, qui est d'ailleurs souvent exigée par l'organisme subventionnaire qu'est le CRSH. Donc, puisque vous posez la question sur l'autographie ou l'écriture autographique, donc il y a un projet qui précède le livre surréaliste au féminin, qui a été intitulé « Pratique autographique
chez les auteurs artistes surréalistes. Donc après Claude Cahun, j'ai élargi le corpus vers d'autres auteurs et artistes surréalistes. Parfois elles étaient juste auteurs, parfois elles étaient artistes et parfois elles étaient les deux. Donc je me suis intéressée aux pratiques photographiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai pas forgé ce terme parce qu'il existe. Il a été déjà utilisé par Dominique Minguenot, un linguiste français. Il a été utilisé un tout petit peu aussi par Monica Böhringer. Donc autographie, parce que quand on fait la distinction du terme originel autobiographie, donc on entend bien qu'il y a 3 racines. Donc le auto ou autos qui veut dire soi-même selon la racine grecque, le bios qui veut dire vie, et le graphein qui renvoie à l'importance de l'écriture. Donc grosso modo, pour aller vite et simplifier un petit peu, écriture autobiographique veut dire écrire sur soi-même, écrire sur sa vie, ou comme disait Philippe Lejeune, laisser le récit rétrospectif qu'un sujet fait de sa propre vie en signant le pacte autobiographique, etc. Donc j'ai constaté que chez ces auteurs, et je vais toujours insister là-dessus, chez ces écrivaines et artistes surréalistes, bien avant ce qu'on a appelé après Dubrovsky le récit autofictionnel, que le bios, c'est-à-dire le récit de vie, n'était pas vraiment très important. Que ce qui leur importait, c'était vraiment cette manifestation d'un soi différent, d'un soi féminin pour plusieurs de ces écrivaines et artistes visuels, surtout aussi, parce qu'il y a plusieurs artistes visuels qui ont également écrit des textes autographiques ou autobiographiques. Ça dépend vraiment, il faut bien distinguer selon le cas précis. Et on constate aussi, et on va peut-être citer Claude Cahun une fois de plus, chez quelqu'un comme Claude Cahun, dans Aveu non avenu, la vie, elle est présente, mais elle ne l'emporte pas du tout sur toutes les questions métaphysiques, sur toutes les questions du comment écrire sur soi-même, sur le qui suis-je par exemple aussi, sur la célèbre question identitaire bien sûr aussi, sur le fantomatique, les différents masques qu'on peut adopter, c'est-à-dire pour rester peut-être dans la terminologie quand même de l'autobiographie aussi, c'est ce qu'on appelle la persona, c'est-à-dire le masque qu'on endosse forcément lorsqu'on écrit sur soi-même. Parce qu'il serait complètement erroné de croire que même dans un récit autobiographique, qu'on apprend tout sur la vie d'un auteur ou d'une auteure, parce que toute écriture autobiographique est forcément une certaine fictionnalisation dont il faut bien se rendre compte aussi. Oui. Vous parlez du livre avec grand L dans votre texte, le livre surréaliste. Et j'aimerais savoir pourquoi souligner cette majuscule-là, le livre surréaliste au féminin. Dans l'ouvrage qui va paraître officiellement le 18 septembre prochain, et puis j'attends impatiemment cette date parce que normalement le livre devait sortir déjà fin août. En fait, il va sortir, mais la sortie en librairie va être le 18 septembre. J'ai tenu à bien distinguer le livre surréaliste au féminin d'autres productions scripturaires ou artistiques qui sont nées du surréalisme ou d'autres avant-gardes ou du livre tout court. Parce qu'évidemment, on se heurte un petit peu à cette majuscule et je suis très contente que vous me posiez cette question-là. Donc je voulais, dans l'ouvrage donc Faire œuvre à deux, montrer qu'il existe une panoplie de livres surréalistes réalisés par des écrivaines en collaboration avec des artistes visuels et que c'est un corpus à part entière à l'intérieur du grand corpus de livres surréalistes au pluriel. Donc c'est ce qu'on appelle la conceptualisation, la théorisation, donc c'est un petit peu notre vocation, n'est-ce pas, quand nous sommes à l'université ou quand on publie une étude savante, pour utiliser évidemment tous ces jolis termes-là, qui valent ce qu'ils valent. Donc le livre surréaliste au féminin n'a pas eu de reconnaissance en tant que tel parce qu'il a été complètement subsumé aux autres livres surréalistes.
Et d'ailleurs, dans le dossier de Mélusine, de la revue surréaliste Mélusine, qui a été dirigée pendant longtemps par Henri Béard, grand spécialiste du surréalisme, de Tristan Tzara, donc il a publié un premier dossier sur le livre surréaliste, justement, en se demandant si ça existe, si c'est vraiment quelque chose de particulier. Et il répond bien sûr par l'affirmative. Donc je rebondis sur cette question-là, qu'est-ce que c'est le livre surréaliste, en déplaçant cette question initiale du côté de la pratique ou des pratiques scripturaires et visuelles des femmes au sein du surréalisme qui ont constitué une marge de la marge. Et là, je reprends l'idée de Susan Rubin Suleiman qui pose justement dans son ouvrage sur les avant-gardes et ensuite dans un article aussi, cette idée de la double marginalité qu'auraient occupé les femmes au sein de l'avant-garde surréaliste. Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous diriez qu'il y a des caractéristiques typiques du livre surréaliste au féminin, des caractéristiques communes entre différents ouvrages? Alors il y a en effet donc un certain nombre de livres surréalistes au féminin qui ont été réalisés en collaboration féminine. Donc je distingue 3 types de collaboration. C'est la collaboration mixte, c'est-à-dire c'est toujours une écrivaine qui est à l'origine du livre surréaliste au féminin. Donc c'était mon point de départ pour appeler ça au féminin d'ailleurs. Donc la collaboration mixte, c'est-à-dire nous avons une écrivaine qui collabore avec un artiste visuel. On pourrait éventuellement revenir là-dessus. Et la collaboration féminine réellement, c'est-à-dire une écrivaine et une artiste visuelle. Et il y a 3e type de collaboration, la dualité créatrice, c'est-à-dire une écrivaine qui se dédouble en artiste visuel ou une artiste visuelle qui se transforme en écrivaine. Donc ça, c'est quelque chose, surtout la collaboration féminine, c'est déjà probablement la particularité la plus singulière, parce que du côté des livres surréalistes tout court, on a bien sûr de très nombreuses collaborations entre un écrivain et un artiste visuel. Donc ça, c'est d'ailleurs les livres qu'on cite la plupart du temps, et je donne comme exemple facile comme collaboration entre Paul Éluard et Man Ray. Il y en a beaucoup d'autres. Paul Éluard est sans doute celui qui a collaboré peut-être le plus avec des artistes visuels. Donc cette collaboration féminine, et une autre spécificité justement, celle que j'appelle la dualité créatrice, où il y a plusieurs écrivaines qui sont aussi des artistes et vice-versa. Donc des artistes qui sont également des écrivaines. Et on peut penser à Dorothea Tanning, on peut penser également à Unica Thurn, à Claude Quin une fois de plus. Donc on reviendra peut-être un peu à Marcel Mort quand même aussi. Qui est-ce qu'on a encore? Meret Oppenheim, donc, qui est uniquement connue jusqu'à aujourd'hui comme artiste, mais qui a écrit de la poésie, d'autres textes brefs, la plupart du temps aussi. Valentine Penrose, qui est avant tout écrivaine, mais qui a fabriqué des collages également. Donc la liste est très longue, vous voyez. Donc, et je pense que c'est une des autres grandes spécificités de ce livre-là. Après, j'essaie de m'aventurer sur un terrain un peu plus vague, qui est celui d'une certaine esthétique au féminin. Donc c'est toujours un petit peu périlleux, c'est toujours un piège qu'on se tend soi-même. Mais il me semble que lorsqu'on regarde les illustrations, il faut toujours mettre des guillemets parce que le livre surréaliste ne fonctionne pas du tout selon le principe de l'illustration, comme ça a été le cas pour le livre illustré du 19e siècle essentiellement, ou pour tous les livres pour enfants, qui sont des livres illustrés d'ailleurs aussi, où l'image s'ajoute au texte et l'explique grosso modo un petit peu comme une paraphrase visuelle. Donc il me semble, et là je pense aux exemples de collaboration de Lise de Harme et de Léonore Fini, notamment les dessins de Léonore Fini dans Le poids d'un oiseau, 1955 je crois, et Aux violettes, 1969. Donc Léonore Fini est sollicitée comme artiste visuelle et elle contribue par des dessins de figures de femmes évanescentes, donc qui traversent le livre comme des flâneuses, comme des figures fantomatiques. Et je dirais qu'il s'agit là d'une certaine esthétique féminine qu'on ne voit pas de cette façon-là dans d'autres livres surréalistes. Oui, et justement, votre réponse nous amène à ma prochaine question.
À votre avis, quel est le rôle du genre dans le livre surréaliste au féminin? La question du genre est bien sûr centrale, donc dans le sens de gender, bien sûr. Donc elle est centrale dans toute cette enquête que j'ai menée pendant de longues années d'ailleurs. Donc c'est pas parce que je suis particulièrement lente, mais c'est parce qu'il fallait vraiment accéder à un certain nombre de documents qui n'étaient pas disponibles. Donc ça impliquait un grand temps de recherche dans différentes bibliothèques qui ne sont pas ici, mais de l'autre côté de l'Atlantique d'ailleurs aussi. Donc, quand on aborde la question du livre fait par des femmes, je vais le formuler ainsi, donc réalisé en collaboration de ces trois manières différentes, et la place que ces livres-là ont occupée, on constate que cette place est minimale, voire minimaliste. Donc, elles ont été là, mais elles n'ont pas forcément été intégrées dans la communauté ou dans le château que André Breton évoque dès le premier manifeste, château où il convie donc ses amis qu'il mentionne par leur nom, et il parle de jolies femmes qui sont là aussi, qui viennent à son château mais qui n'ont pas de nom. Donc la place des femmes créatrices ou des créatrices tout court semble toujours un peu précaire, et ça Susan Rubin-Suleiman l'a montré abondamment, et puis d'autres, Marianne Coase bien sûr aussi. Donc il y a vraiment un grand nombre de spécialistes qui m'ont précédée. Je ne suis pas la pionnière là-dedans, et puis il faut absolument que je mentionne aussi le nom de Renée Reese Hubert, donc qui a consacré deux livres absolument important sur Surrealism and Partnership et sur The Surrealist Book. Donc, déjà, les femmes occupent donc en tant que genre une place un peu à part, donc en marge du mouvement, même s'ils ont été là, mais en petit nombre. Et le nombre devient grandissant, en fait, à partir des années 40, 50, 60. Et bien au-delà de la fin officielle du surréalisme d'ailleurs aussi. Ensuite, à un deuxième niveau, cette collaboration entre écrivaine et artiste, et là vous entendez le masculin et le féminin, ne semble pas avoir retenu l'intérêt des critiques de l'époque pour la plupart. Il faut ajouter tout de suite aussi que ces livres surréalistes au féminin n'ont pas été très nombreux dans les années 1930 et 40, qui sont les années de gloire du surréalisme, et que la plupart des livres que j'étudie et que j'aborde dans Faire œuvre à deux ont été réalisés au-delà des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Donc nous sommes vraiment en principe déjà dans une autre avant-garde qui n'est plus celle du surréalisme. Vous avez beaucoup publié sur Claude Cahun, évidemment, et Cahun suscite actuellement de plus en plus d'intérêt, je dirais, non seulement en ce qui concerne le milieu universitaire, mais aussi chez les artistes, ou bien les amateurs d'art, ou les jeunes. Pouvez-vous parler peut-être de la pertinence de son œuvre pour notre monde actuel, et pourquoi nous parle-t-elle aujourd'hui? Alors ça, c'est vraiment une vaste question. Alors, pourquoi elle nous parle aujourd'hui? Quelle est l'importance de Claude? Enfin, il faut dire quand même que Claude Cahun a été redécouverte il y a au moins une trentaine d'années dans le cadre de la photographie. Donc, ce sont les historiennes de l'art qui se sont intéressés à ces autoportraits, à ces photomontages qui sont vraiment sidérants parce qu'on a l'impression de faire face à une artiste contemporaine, justement, et pas une photographe qui a donc toujours collaboré avec Marcel Moore. Il faut quand même que je la place, notamment pour le travail photographique. Ensuite, il y a d'autres volets de son œuvre littéraire surtout. Si je pense à un texte très peu connu, c'est un essai politique qui s'appelle Les Paris sont ouverts, qui est une commande notamment en 1934 que Breton a fait à Claude Cahun pour prendre position, pour qu'elle prenne position et pour que le mouvement, pour que le groupe prenne position par rapport à l'engagement politique de Louis Aragon, qui s'est complètement rangé du côté de l'Union soviétique. Et donc, vous savez que les surréalistes ont fait plusieurs voyages en Union soviétique, qui était dans un premier temps le modèle sociétal par excellence, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que
ce n'est pas si beau que ça et qu'il existe un certain nombre de grands problèmes de discrimination, de marginalisation, de mise à mort justement aussi. Donc Aragon est resté fidèle aux grandes idées, à l'idéologie communiste de manière générale. Breton et ses autres amis prennent leur distance et Claude Quint, dans les années 1930, entre dans une phase de politisation. Elle va d'ailleurs aussi rejoindre le groupe Contre-Attaque. Donc dans les Paris sont ouverts, qui est un petit essai, petit pamphlet que je pourrais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure et qu'on a, je pense, à la Bibliothèque des livres à Rares aussi, si je ne me trompe pas. Elle s'interroge sur la poésie, sur la place de la poésie, sur la fonction de la poésie. Et donc ce qui est intéressant dans cet essai-là, elle insère un titre courant qui dit la poésie garde ses secrets, la poésie livre ses secrets. Donc c'est vraiment cette question qu'elle lance, si la poésie et la littérature de manière générale peut mener des combats politiques ou si la littérature a aussi d'autres rôles et d'autres fonctions et pas que l'engagement politique à assumer dans une société donnée. Je pense que je voudrais quand même mentionner aussi tout son combat au sein de la résistance lorsqu'elle elle est exilée à Jersey avec Marcel Mort, donc, dont le nom civil est Suzanne Malherbe. Donc le couple a une maison donc, qui appartient à Claude Quint et à Mort aussi, à Saint-Brelade, et elles se sont exilées là dans les années 1930, je pense que c'est 36 ou 37, il faut toujours que je vérifie les dates parce que je ne les ai pas toujours toutes en tête. Elles s'installent là parce que la montée de l'antisémitisme se fait de plus en plus sentir, en fait depuis le début des années 1930. Claude Quint étant juive, elle propose à Mort de s'installer à Jersey, dans les îles anglo-normandes. Et lorsque l'île est occupée par les nazis, elle se lance dans un combat vraiment de résistance par des actions directes. Donc, et là, elle est complètement engagée. Donc, et c'est pas par la poésie, c'est moins par l'écriture littéraire, mais par des petites actions où elle met des petits mots de résistance dans des boîtes d'allumettes ou dans des paquets de cigarettes ou elle rédige des tracts qui sont montés proche du cimetière. D'ailleurs, la maison jouxte le cimetière de Saint-Brelade. C'est très impressionnant de le voir. Donc, c'est vraiment des petites actions directes. Donc, c'est une notion qu'elle crée dans les Paris sont ouverts. L'action directe pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi, ce sont les soldats nazis. En même temps, elle essaie aussi de convaincre les soldats allemands donc qui occupent l'île que le combat va vers sa perte. Donc elle essaye, ce qui est un combat peut-être vain, mais elle investit tous ses moyens qui sont à sa disposition pour renverser le pouvoir national-socialiste. Alors oui, justement pour revenir à elle, peut-être que cette question provient des lacunes qui hantent ma propre réflexion, mais j'aimerais vous demander comment il faut lire ou aborder ou interpréter Aveux non avenus. C'est d'un caractère très difficile à déchiffrer. Est-il possible de résoudre l'énigme de Caïn, qui est aussi l'énigme de Moore par excellence, parce que son autoreprésentation est inséparable de Moore. C'est vraiment... Tout à fait. Donc c'est vraiment un des grands couples créateurs, de femmes surtout, au surréalisme avant et après. Donc ça c'est, je pense que je l'ai déjà mentionné. Donc elles ont déjà réalisé ensemble Vue et Vision aussi. Avec les fantastiques dessins de Moore pour la version illustrée de 1919. Et donc pour revenir à Aveux non avenus, c'est en effet une œuvre hermétique, c'est une œuvre qui ne se livre pas, comme la poésie qui révèle ses secrets, et la poésie qui garde ses secrets. Donc je crois pouvoir dire aujourd'hui, après plusieurs années pendant lesquelles je me suis penchée à plusieurs reprises, mais pas tout le temps, et surtout pas sans cesse sur cette œuvre-là qui a été publiée en 1930, c'est une œuvre qui résiste donc volontairement
et ce autant au niveau du texte, donc de cette écriture excessivement fragmentaire. Donc c'est un récit de soi divisé en 9 parties, complètement hétéroclites, qui rassemblent donc des textes en prose, qui peuvent éventuellement être rapprochés d'une écriture du soi. Donc on apprend des petits détails sur un passé antérieur du sujet narrant. Il y a également des aphorismes, des petits poèmes en prose, des proverbes, des dialogues, je ne sais plus quoi encore, mais en tout cas c'est vraiment une œuvre plurigénérique à ce niveau-là aussi. Donc on a beaucoup de mal à entrer dans une suite logique ou même illogique de quelque chose qui se déploie d'un point A vers un point Z. Donc on a l'impression qu'en tant que lectrice ou lecteur, qu'on est toujours catapulté à l'extérieur de cette œuvre-là. Donc à cela s'ajoutent aussi les nombreux signes graphiques donc qui interrompent, donc des petits cœurs, des petites mains, des yeux, qu'est-ce qu'il y a encore? Des étoiles, donc il y a au moins 4 signes typographiques différents, qu'on appelle dans la tradition du livre illustré des culs de lampe, c'est-à-dire ce sont normalement des moments de pause. Mais avant de venue, il y a tellement de pauses qu'on se dit on aimerait bien continuer par moment. Donc il y a une stratégie d'illisibilité, une stratégie de rompre le fil de narration et le fil de lecture, forcément aussi. Et donc à ces 9 parties hétéroclites s'ajoutent 10 photomontages, des héliogravures. Donc ça dit, je pense comme sous-titre, donc Avenue illustrée par des héliogravures réalisées par Moore d'après les dessins de l'auteur. Donc 10 photomontages tout à fait dans le style du photomontage surréaliste, c'est-à-dire c'est un assemblage d'éléments hétéroclites. On ne peut vraiment pas dire plus ni moins que ça. Donc il y a des mains, il y a des torses, il y a des visages, il y a des têtes, il y a des squelettes, il y a des gants de crin, il y a un tableau de fièvre quelque part. Il y a des petites phrases, des phrases brèves qui sont insérées aussi, des mots qui sont extraits d'Avenue en Avenue, donc du texte. Donc on peut s'amuser par exemple à chercher dans le récit quels sont les mots et les phrases qu'on retrouve dans le photomontage. Et donc on est face à des images ici qui posent toutes sortes d'énigmes, qui nous donnent un certain nombre de pistes et qui proposent quelques clés de lecture à qui veut bien se lancer dans une lecture croisée entre l'écriture et l'image photographique. Et donc il faut pendant de longues heures faire des allers-retours entre ce que dit le texte et ce que montrent les images. Oui. Et en parlant des énigmes, là je pense aux anagrammes d'Unicazurne qui sont bien sûr aussi passionnantes, et j'ai l'impression que leur traduction d'allemand vers d'autres langues n'est pas vraiment évidente. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle cherche à évoquer dans l'anagramme? Y a-t-il des sujets ou des thèmes récurrents, ou s'agit-il simplement d'un jeu linguistique? Et puis, est-ce qu'il y a un rapport entre l'anagramme et les dessins des livres objets de Zurn? Parce qu'elle incarne la dualité créatrice, comme vous l'avez dit. Absolument, tout à fait. Donc elle a fait preuve de ces 2 pratiques-là aussi. Alors Unicazurne a été initiée à l'écriture anagrammatique par Hans Bellmer, donc qui est son conjoint de longue date. C'est pour lui qu'elle a quitté Berlin pour s'exiler à Paris. Donc, initiation par Hans Bellmer, qui lui-même a été initié à l'écriture anagrammatique par, si je ne dis pas de bêtises, par Nora Mitrani. Donc, mais l'anagramme a une longue tradition dans l'histoire de la littérature. Donc, ce n'est pas une invention surréaliste. Oui. Donc, ça, il faut juste le mentionner. Donc, pour Unicazurne, donc elle s'adonne pendant de très longues heures à l'écriture anagrammatique comme un passe-temps
d'une part, mais comme une véritable obsession aussi. Parce que comment fonctionne l'anagramme? Donc on prend, ou bien quelqu'un nous donne une phrase, un vers préexistant, donc c'est un vers qui peut être issu d'un poème quelconque, d'un texte quelconque, ou on le choisit soi-même. Et le principe ou la règle du jeu, c'est qu'il faut utiliser toutes les lettres qui font partie de la phrase initiale, on va dire, dans chacun des vers qui suit. Donc c'est excessivement difficile d'utiliser chacune des lettres, surtout si la phrase est relativement longue. Donc dans le cas d'Unica Thurn, qui a écrit énormément d'anagrammes, donc il y a des livres entiers, donc dans les œuvres complètes, il y a vraiment beaucoup d'anagrammes qui sont rassemblés là-dedans. Toutes en allemand. Elle n'a jamais écrit en français des anagrammes et elles sont en effet complètement intraduisibles. En fait, on peut essayer de traduire chacun de ces mots-là, mais ça ne fait aucun sens. Ce qui me permet quand même de dire aussi que beaucoup de vers de ces anagrammes-là ne font pas sens en allemand non plus. Donc, je peux lire ces anagrammes-là et je les lis en fait comme des textes profondément évocateurs, comme des textes incantatoires, comme s'il s'agissait en fait de, vous savez, jeter des sorts à quelqu'un, comme si j'étais en train, ou comme si Unica Thurn, pas moi, donc comme si Unica Thurn voulait ensorceler ses lecteurs et ses lectrices. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je les lis. C'est un travail sur les sons et les sonorités, sur les rimes, sur la longueur des vers, bien sûr aussi. Et il faut absolument les lire à voix haute, ces anagrammes-là. Donc, c'est un travail de concentration, donc obsession, ai-je dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pour s'occuper pendant les heures pendant lesquelles elle ne dessine pas, pendant qu'elle ne fait pas d'aquarelle, parce que sont deux, donc l'écriture et le dessin, l'aquarelle sont deux pratiques complètement séparées, donc elle n'écrit pas et elle ne dessine pas en même temps. Donc l'écriture est en principe lorsqu'elle est à la maison et le dessin et l'aquarelle, c'est quand elle est internée. Elle ne se sent pas capable d'écrire. Donc c'est asynchrone d'ailleurs aussi donc dans ces deux pratiques d'écriture. Donc les anagrammes ne livrent pas leurs secrets non plus. Donc on retrouve peut-être cette métaphore-là qui peut s'appliquer à d'autres œuvres de créatrices surréalistes aussi. J'en ai inclus un certain nombre dans l'ouvrage Faire œuvre à deux, donc qui va paraître sous peu, en indiquant bien dans une note bas de page qu'il est impossible de les traduire et que de les traduire serait les trahir. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qu'on doit toujours respecter, c'est qu'on ne peut jamais traduire correctement. Donc il faut essayer de faire une sorte de translation de ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est moins le sens qui compte que les évocations d'idées, d'images. Donc c'est une poésie très imagée, donc c'est une poésie sonore, une poésie visuelle dans le sens que ça provoque des images. Et cela m'amène à votre deuxième volet de la question. Donc il y a un très grand nombre de dessins aussi, donc de dessins qu'on peut appeler des dessins automatiques en bonne partie dans la tradition surréaliste, parce qu'elle a côtoyé les cercles surréalistes, donc elle a fait des expositions aussi dans certaines galeries proches des surréalistes, et puis elle les a connus parce qu'elle a été introduite dans ces cercles-là par Bellmer et par d'autres d'ailleurs, aussi par Max Ernst, entre autres, qui est un de ses compatriotes allemands. Donc ces dessins automatiques sont fascinants. Je pense qu'ils sont aussi fascinants que les photomontages de Kahn et de Moore. On peut passer des heures devant ces dessins-là. Ce sont des images à regarder, des images à méditer. Voilà, je pense que c'est ce terme-là que j'ai envie d'utiliser, à méditer, parce qu'on découvre toutes sortes de petits détails, parce que c'est vraiment très ciselé. C'est comme s'il y avait des dentelles de différentes figures.
excessivement monstrueuses. Donc l'ensemble est la plupart du temps monstrueux. Donc ce sont parfois de jolis monstres, mais la plupart du temps comme des monstres un peu inquiétants, donc qui inspirent angoisse et frayeur. Et à l'intérieur, parfois des petits monstres plutôt sympathiques, si je pense à Hexentexte, à ces textes sorciers. Il y a un élément récurrent d'ailleurs aussi dans ces dessins automatiques, j'y pense là pendant que je vous parle, c'est que il y a des yeux partout. On regarde ces dessins d'Onika Thurn et on a l'impression d'être tout le temps observé, d'être scruté par quelqu'un qui est dans ces dessins et qui nous regarde en même temps que nous regardons et essayons de comprendre ce qui se passe dans ces figures et figurines-là. Oui, j'ai l'impression qu'Onika Thurn, avec d'autres femmes surréalistes comme Leonora Carrington ou Leonor Fini ou même Remedios Varo, incarnait la figure de la sorcière. C'était une véritable sorcière surréaliste. Alors, passons à notre prochaine question. Vous avez étudié et analysé beaucoup de livres surréalistes au féminin. J'aimerais donc savoir quels sont vos préférés et pourquoi. Alors, c'est une question un peu piège, parce que ça va être public, votre entretien. Alors, je vais répondre de façon un peu diplomatique dans un premier temps, et puis après peut-être de façon un peu plus personnelle ou subjective. Donc, il fallait, pour produire mon ouvrage Faire œuvre à deux, il fallait procéder à une sélection. Parce que je ne pouvais pas aborder toutes les œuvres à réaliser en collaboration par deux femmes ou une femme et un homme artistes. Donc procéder à une sélection veut dire aussi faire des sacrifices. Donc comment faire ces sacrifices-là. Donc j'ai essayé de procéder par le critère de sélection de la plus grande représentativité. Quelles sont les œuvres que j'ai consultées, qui existent et qui forment donc un vaste corpus quand même d'une bonne quarantaine, voire une cinquantaine de livres surréalistes, ce qui est assez énorme, parce que quand on demande à qui que ce soit, citez-moi trois livres surréalistes au féminin, je pense que les gens auront beaucoup de mal à les citer, sauf si on a déjà travaillé sur ce sujet-là. Donc la représentativité a été, j'essaie de garantir ce critère-là en sélectionnant Aveu non avenu, qui est quand même parmi mes livres préférés. Préférés, mais parmi les livres qui m'interpellent et me posent encore toutes sortes de problèmes. Donc je ne voulais pas du tout répéter ce que j'ai déjà dit ailleurs, dans les articles, dans la communication, ou sur le site web justement aussi, lisaf.org. Donc Aveu non avenu en fait partie. Les deux livres surréalistes d'Onika Thurn aussi, donc on les a mentionnés, Hexentexte et il faut ajouter Oracle et Spectacle. Donc, ce sont deux albums. En fait, c'est une autre distinction qu'il faudra faire entre livre et album, parce qu'il y a vraiment de grands formats aussi. Il y a des petits, des moyens et des grands formats. Donc, Oracle et Spectacle, c'est un grand album absolument impressionnant, produit par Georges Visa. Donc, je pense que Onika Thurn fait partie de mes livres préférés, ces deux-là. Je ne les possède pas parce qu'ils coûtent tout simplement trop cher. C'est une question de prix. J'ai intégré également de Valentine Penrose, Don des féminines, qui est probablement un des plus inconnus. Donc j'ai essayé aussi de mettre en évidence des livres très très inconnus. Donc c'est un album moyen, entre le moyen et le grand format, où Penrose imagine donc une sorte de fuite entreprise par deux femmes qui deviennent des amantes et qui explorent donc des pays exotiques et des pays au bord de la mer et qui sont enterrés à la toute fin, donc auxquels elle érige une sorte de pierre tombale pour leur rendre hommage. Il y a donc les deux ouvrages de Lise de Harme qu'on a déjà mentionnés, donc le poids d'un oiseau et j'ai pas abordé Eau violette parce qu'il n'y avait rien de nouveau, donc rien de particulier que j'aurais pu ajouter. Donc c'est le poids d'un oiseau et le cœur de pique que Lise de Harme
mise en œuvre avec les photomontages, pas les photomontages, mais les images photographiques qui ressemblent à des photomontages de Claude Cahun, auquel a sans doute contribué Marcel Maurer une fois de plus. Je n'ai pas abordé Meret Oppenheim, alors que j'aurais pu aussi parler de Zanzibar, par exemple, et de Caroline, qui sont deux livres surréalistes très tardifs, qui datent des années 1980, mais qui n'apportent rien de nouveau non plus. Donc c'est vraiment cette singularité que j'ai toujours essayé de mettre de l'avant. Et j'ai pas intégré non plus les œuvres d'Annie Lebrun, réalisées en collaboration avec Toyen, avec cette artiste tchèque absolument impressionnante. 2 livres de Carrington en collaboration avec Max Ernst. Et je pense qu'il faut une 7e. Oh, le livre de Léonore Fini. Voilà, exactement. Donc qui fait partie de mes préférés et de ne pas mes préférés, de mes non préférés aussi, parce que j'ai un rapport très ambigu avec le livre, parce que j'essaie de répondre quand même un peu à votre question aussi. C'est le plus grand format, donc c'est le livre le plus volumineux, celui de Léonore Fini, donc qui a le titre assez étonnant du livre de Léonore Fini, donc qui est tout un programme, une autoglorification d'ailleurs aussi, donc il y a vraiment quelque chose de particulier, et mon rapport au livre de Fini est celui vraiment d'une attraction, et je dirais pas de répulsion, parce que je suis évidemment loin de cette attitude-là, mais de distance. Donc je ressens souvent une petite distance par rapport à ce livre qui glorifie l'artiste, écrivaine, qui est Fini, qui revient quasiment, sinon d'une page à l'autre, au moins d'une partie à l'autre. Donc c'est beaucoup de parties très différentes, très hétéroclites, et en cela comparables à Aveu non avenu de Claude Cahun aussi. Et vous avez peut-être déjà constaté que Aveu non avenu ouvre mon étude et elle se termine par le livre de Fini. Donc ce sont 2 œuvres qui se font écho, font face d'ailleurs aussi, et à l'intérieur j'ai essayé de placer de façon non chronologique, parce que j'ai jamais voulu établir une chronologie d'une œuvre à l'autre. Donc il n'y a pas du tout de volonté de montrer une évolution d'un texte, d'une œuvre à l'autre, mais de montrer plutôt la très grande pluralité, la grande diversité qui existe au sein du bassin du livre surréaliste de manière générale, et même à l'intérieur de la communauté des livres surréalistes au féminin. C'est génial, j'aime beaucoup ces choix-là, ce sont de très bons choix à mon avis. Alors, d'après vous, Andrea, est-ce que le livre surréaliste au féminin peut représenter une forme d'engagement dans le sens de prise de position politique, ou bien dans le sens d'une révolte ou d'une transgression contre l'ordre social? Parce que le livre surréaliste, c'est aussi une sorte d'objet de luxe avec de très belles reliures. Donc, à votre avis, est-ce que c'est possible de réconcilier le luxe d'un côté et puis l'engagement ou la transgression de l'autre? Une question un peu... C'est une question colle qui me plaît beaucoup. Parler d'engagement, ça me paraît vraiment difficilement concevable, honnêtement. S'il y a engagement... c'est pas du tout au niveau politique que je vois un engagement ici, mais chaque livre est bien sûr une sorte de statement à l'intérieur, donc de ce qui se faisait à l'époque de publication de chacune de ces œuvres-là. Peut-être que la plus grande force de résistance, je l'attribuerais par rapport à la question de la généricité, justement. Qu'est-ce que c'est un livre surréaliste ? Donc il me semble que plusieurs de ces collaboratrices-là, ou de ces couples créateurs, essayent de redéfinir à leur manière ce que c'est faire œuvre à deux, qui est un des grands postulats des avant-gardes. Donc les dadaïstes l'ont déjà pratiqué, mais plutôt sous forme de performance au Cabaret Voltaire, notamment à Zurich. Les dadaïstes n'ont pas produit de livres parce qu'ils étaient vraiment dans le faire,
faire, dans le happening, dans la performance, dans la confrontation au public. Les futuristes avant avaient condamné les bibliothèques, il fallait les brûler, on ne pouvait pas produire des livres, donc Marinetti a produit quand même des livres absolument intéressants d'ailleurs, même un livre olfactif. Donc le grand dada, pour le dire ainsi, des surréalistes, c'est vraiment cette nouvelle forme en tant que genre du livre dit surréaliste. Qui mise sur la démarche collaborative qui a été inaugurée par Breton et Soupeau dans les champs magnétiques. Donc nous sommes avant la fondation du mouvement. Et ensuite, à partir des années 1920, donc peut-être 1923, la collaboration entre Paul Éluard et Max Ernst, qui sont encore officiellement des dadaïstes, qui vont ensuite se convertir en surréalistes. Donc pour les livres surréalistes au féminin, pas de révolte évidente, pas de contestation. Je pense que je ne m'aventurerai vraiment pas du tout de ce côté-là. Il y a donc pas de subversion en soi non plus, donc je ne vois pas de la subversion partout parce que nous sommes dans une avant-garde, mais une nette volonté d'expérimenter, d'innover à l'intérieur d'un objet qui existe et qui préexiste et à l'intérieur d'un genre qui est en train de se renouveler et qui devient vraiment espace de rencontre, d'expérimentation et surtout de collaboration. Parce qu'il y a probablement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de collaborer ou de coécrire avec quelqu'un, il n'y a rien de plus difficile que d'écrire vraiment avec quelqu'un où on ne dit pas moi je fais le premier paragraphe et tu fais le deuxième ou le dernier, etc. Mais de co-écrire ou de co-réaliser quelque chose où l'un est en charge de l'écriture et l'autre en charge des images qui s'ajoutent quasiment en même temps. Parce que c'est la grande question de la simultanéité et non de la postérité ou de l'antérité. Donc le livre surréaliste, normalement, ça se fait à peu près en même temps. Oui. Pour notre dernière question, merci encore Andrea pour votre participation. Alors, puisque ce podcast s'intitule « Dans le miroir de la muse », je suis un peu obligée de vous demander qui est votre muse à vous? Alors, est-ce qu'une femme peut avoir une muse? C'est déjà une question, n'est-ce pas, qui doit être posée. Traditionnellement, la muse est celle qui inspire le poète. Donc, on se rappelle ces nombreuses représentations où une figure féminine se penche par-dessus l'épaule du poète qui est en train d'écrire ou qui est en manque d'inspiration et qui attend donc l'arrivée de la muse. Voilà, je ne sais pas trop si j'ai une muse. Je n'ai pas un muse probablement non plus. Donc, est-ce que ça existe au masculin ou c'est forcément au féminin? Mais j'ai bien sûr des écrivaines et des écrivains qui m'ont toujours inspirée, qui m'ont toujours accompagnée. Peut-être que je préfère plutôt ce terme-là. Par qui ai-je été accompagnée quand j'étais étudiante, quand j'étais chercheuse après. Restons peut-être dans un premier temps avec les surréalistes, avec ces cercles-là. Je ne me sentais pas inspirée, je crois, par les textes des grands surréalistes que je lisais. Bien sûr que quand j'étais étudiante, je devais lire tout simplement les manifestes du surréalisme. C'était absolument intéressant et instructif aussi. J'avais plus ou moins d'atomes crochus avec la poésie surréaliste, donc peut-être parmi la poésie surréaliste, mais on nous faisait lire que Aragon, Éluard, Breton, un peu Desnos éventuellement, parce que ça a été mis en chanson d'ailleurs. On lisait pas les petits surréalistes, on parlait un peu d'Artaud pour le théâtre. Donc c'est pas forcément ces sources d'inspiration là, mais quand j'ai commencé à travailler sur les créatrices surréalistes, je pense que mes deux grandes muses, si on veut les appeler ainsi, c'était très certainement Claude Cahn et Onika Turb. On a parlé beaucoup dans l'entretien. Je retourne un petit peu avant. Bon, il y a des écrivaines qui m'accompagnent depuis une petite éternité, et puis c'est Marguerite Duras, à n'importe quelle époque, donc à n'importe quelle époque de son écriture et de mon cheminement d'étudiante, de jeune chercheuse et de prof de littérature. Je pense qu'il y a beaucoup de cours
où Marguerite Duras fait une apparition avec un de ses textes. Parfois, je montre aussi quelques extraits de ses films, mais chez Duras, tout se mélange systématiquement. Donc, c'est vraiment ce travail d'hybridation par lequel elle rejoint d'ailleurs aussi un des grands paramètres de l'esthétique surréaliste aussi, c'est-à-dire l'hybridité des genres à tous les niveaux, donc genre littéraire, genre artistique, gender bien sûr aussi. Parmi les contemporaines, peut-être, je sais pas, ça risque d'être peut-être un peu plus difficile, mais j'apprécie énormément, je ne sais pas si c'est une muse, Chloé Delhomme, Nelly Arcan. Je viens de terminer la révision d'un mémoire de maîtrise d'une de mes étudiantes justement qui va déposer sur la hantise, sur la spécularité et sur le vide dans 3 textes de Nelly Arcan. Je pense que c'est une écrivaine absolument fascinante, inquiétante aussi. Mais je vais quand même citer peut-être quand même quelques écrivains autrichien ou allemand. Donc quand j'étais étudiante, parce que j'ai fait une maîtrise en philologie allemande aussi, donc j'ai fait un doctorat, une maîtrise en philologie, en littérature allemande, j'ai toujours lu et je continue de le lire, Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, donc L'homme sans qualité. J'adore La montagne magique, donc Der Zauberberg de Thomas Mann. Je suis une grande lectrice de Ingeborg Bachmann, de Elfriede Jelinek, deux écrivaines autrichiennes, l'une déjà décédée, l'autre très vivante. Jelinek très féministe, très contestée, comme Thomas Bernhard, qui est un autre écrivain que j'ai beaucoup lu, que je donne à lire à mes étudiants, parfois aussi, même si je suis prof de littérature de langue française, parce qu'il existe en traduction et parce que je pense qu'il faut avoir lu quand même Thomas Bernhard. Alors, il y en a vraiment énormément, il y en a beaucoup. La liste serait très longue. J'enseignais pas que mes coups de cœur, j'enseignais pas que mes écrivains ou écrivaines muses, mais j'essaye vraiment de donner toujours un certain aperçu de ce qui me paraît important, significatif par rapport à la problématique qui est proposée. J'aime beaucoup Sophie Calle. En fait, si on reste longtemps encore, Sophie Calle qui prolonge d'ailleurs cette transformation de soi-même d'artiste en écrivaine et d'écrivaine en artiste. Donc puis ce que j'apprécie beaucoup dans l'œuvre de Calle, c'est l'ironie, l'auto-ironie. Donc il y a moins d'humour noir que plutôt de l'ironie à l'œuvre dans la démarche de Sophie Calle. Tous mes remerciements à Andrea Oberhuber. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans le miroir de la muse. À la prochaine.